Salut les épicurieuses et les épicurieux, vous l'avez sans doute remarqué, il y a de plus en plus de voitures électriques en circulation. Aujourd'hui, on en compte 1 400 000 et si on ajoute les voitures hybrides rechargeables, le chiffre grimpe à 2 200 000. L'électrique séduit donc de plus en plus les conducteurs. Et pourtant, quand on lit les commentaires sous certaines vidéos, on observe que la voiture électrique suscite encore beaucoup de méfiance. Alors ces réticences sont-elles justifiées? Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour en voiture électrique des questions les plus fréquentes à ce sujet et nous allons en profiter pour visiter une Gigafactory, une énorme usine qui fabrique des batteries. Allez, en route! La première question qu'on se pose sur les voitures électriques concerne leur autonomie. Quelle distance puis-je parcourir avec des batteries pleines? Évidemment, c'est très variable selon les modèles. Tout dépend de la capacité de la batterie, bien sûr, mais pas seulement. La forme du véhicule, son poids, la gestion du système électrique, le type de trajet joue aussi. En moyenne, en 2025, l'autonomie des véhicules 100% électriques est de 350 km, mais certains peuvent parcourir des distances plus importantes. Bon, moi, j'ai de quoi faire le trajet. Pour estimer l'autonomie d'un véhicule, les constructeurs utilisent le cycle d'homologation WLTP, une série de mesures réalisées en laboratoire. Il s'agit de simuler un parcours composé de trajets en ville, sur rocade et sur autoroute à des vitesses bien précises jusqu'à l'épuisement de la batterie. Le résultat figure toujours sur les caractéristiques du véhicule. Il ne faut pas prendre ces chiffres au pied de la lettre. La conduite en conditions réelles est souvent très différente. Il peut y avoir des bouchons, des accélérations. Les températures peuvent être très froides ou très chaudes. Ça joue sur la consommation. Et puis, le style de conduite a lui aussi un impact. Comme pour une voiture thermique, une conduite souple économise l'énergie. Une conduite nerveuse en consomme beaucoup. Personnellement, je vais y aller plutôt mollo. D'ailleurs, si on ne roule qu'en ville, on peut facilement aller plus loin. À l'inverse, si on ne fait que de l'autoroute, fatalement, on est en dessous. La mesure WLTP sert en fait à comparer et à classer les véhicules entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de manière générale, pour la plupart des conducteurs, au quotidien, l'autonomie réelle est suffisante et pour les longs trajets, on recharge au moment de la pause. D'ailleurs, on vient d'arriver, je vais en profiter pour faire le plein, pour recharger. Ce parking est équipé de bornes de recharge, rien d'exceptionnel. La plupart des parkings des grandes entreprises le sont aujourd'hui. Et dans l'espace public, ce ne sont pas non plus les bornes qui manquent. Fin avril 2025, on en comptait 170 000, autant que de pistolets à carburant. Quand c'est possible, il vaut mieux recharger son véhicule chez soi, c'est moins cher. En heure creuse, ça coûte moins de 3 € pour 100 km pour une voiture électrique de taille moyenne. À la pompe, pour une voiture à essence de même type, il faut compter autour de 9 € pour 100 km. Attention, sur autoroute, la recharge est bien plus chère qu'à la maison, mais pas plus qu'un plein d'essence. Au global, le budget carburant annuel d'une voiture électrique est 3 fois moins élevé que celui d'une voiture essence. Au fait, vous avez peut-être envie de savoir où nous nous trouvons. Dans une nouvelle usine dans les Hauts-de-France, dans la vallée de la batterie. C'est ici que la batterie de ce véhicule a été fabriquée. Une Gigafactory, c'est un site de production de très grande capacité dédié à la fabrication des batteries. Il y en aura bientôt 5, comme celle-ci, dans la région Hauts-de-France. Lorsque cette Gigafactory aura atteint son rythme de croisière, elle produira jusqu'à 200 000 batteries lithium-ion par an. Les batteries lithium-ion équipent la majorité des voitures en circulation, tout simplement parce qu'elles ont une grande capacité de stockage. Ces batteries fonctionnent grâce à des réactions électrochimiques réversibles qui permettent de stocker et de restituer de l'électricité. Le principe consiste à faire circuler des électrons
entre deux électrodes, une négative et l'autre positive, qui sont plongées dans un liquide conducteur qu'on appelle l'électrolyte. Quand la batterie alimente un appareil, les électrons accumulés dans l'électrode négative, l'anode, sont libérés et rejoignent, au travers d'un circuit externe, un moteur par exemple, l'électrode positive, la cathode. Ce processus chimique génère un courant électrique, c'est la phase de décharge. Quand la batterie est en charge maintenant, eh bien c'est l'inverse. L'énergie transmise par le chargeur fait revenir les électrons de la cathode vers l'anode. La batterie se recharge alors en énergie chimique. Les électrodes sont en métal, des métaux particuliers que l'on dit stratégiques. Pour les obtenir, il faut extraire du minerai puis le raffiner. Cette étape se déroule en dehors de l'hexagone. Ensuite, les métaux sont acheminés jusqu'ici et assemblés. Le mélange constitue une pâte sombre qui est étalée en fines pellicules sur un feuillard de cuivre pour l'anode et d'aluminium pour la cathode. Une fois enduites, on dit ancrées dans le jargon, les électrodes se présentent sous la forme de gros rouleaux. Elles sont ensuite déroulées et découpées, puis empilées les unes sur les autres, en intercalant les anodes et les cathodes. On ajoute aussi un séparateur entre chaque électrode. Le millefeuille est ensuite chauffé et pressé. On obtient des cellules. Chaque cellule est ensuite glissée dans une housse étanche. On y injecte un liquide, l'électrolyte. Puis les housses sont refermées, les cellules sont alors combinées pour former les modules qui, assemblés, deviennent le bloc batterie. Une question revient fréquemment quand on parle des batteries de voitures électriques. Quelle quantité de terres rares faut-il pour fabriquer une batterie lithium-ion? Réponse: aucune. Contrairement à une idée reçue, les terres rares n'entrent pas dans leur composition. Mais on en trouve bel et bien dans d'autres parties du véhicule, comme les aimants de certains moteurs électriques. S'il n'y a pas de terres rares dans les batteries, on trouve en revanche d'autres ressources minérales, comme le lithium bien sûr, l'aluminium, le nickel, le manganèse, le cobalt. Et les réserves de ces matériaux ne sont pas infinies. En 2019, les réserves de cobalt techniquement exploitables étaient estimées à 7 millions de tonnes, toutes situées à l'étranger. Ce qui pose plusieurs questions. L'approvisionnement d'abord. Là-dessus, tous les industriels s'engagent à respecter les critères environnementaux. Et puis, comment éviter une rupture de stock? D'abord, en consommant moins. C'est un engagement là aussi des industriels. Tenez, la teneur en cobalt par exemple est passée de 30 à 10% dans les dernières générations de batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt. Ensuite, en recyclant. Car oui, les batteries se recyclent. C'est ce qui permettra de réduire notre dépendance aux ressources naturelles venues d'autres pays. Allez-y, passez. On considère qu'une batterie n'est plus viable à partir du moment où elle ne fournit plus que 80% de l'énergie qu'elle délivrait au départ. Les constructeurs offrent en général une garantie de 8 ans et plus de 150 000 km. Mais 8 ans, c'est uniquement pour la garantie. Les batteries sont prévues pour durer plus longtemps, jusqu'à 15 ans. Que fait-on ensuite de ces batteries qui ne sont plus utilisées dans les voitures? Eh bien, les constructeurs automobiles ont l'obligation d'en récupérer la majeure partie et de leur donner une nouvelle vie. Elles peuvent d'abord être reconditionnées pour servir de moyen de stockage d'électricité, sur les bateaux cargo par exemple, puis être recyclées. Les industriels savent recycler jusqu'à 95% des métaux stratégiques présents dans les batteries. Ces matériaux recyclés peuvent ensuite servir à la fabrication de nouvelles batteries. Dans les Hauts-de-France, la filière du recyclage n'est pas encore opérationnelle, mais elle devrait se développer dans les prochaines années. On entend souvent dire que les véhicules électriques ont une dette carbone par rapport aux véhicules thermiques. Que doit-on en penser? Alors c'est vrai, construire une voiture électrique est plus énergivore et émet 2 fois plus de CO2 que construire une voiture à essence. Mais à l'usage, en roulant, la voiture électrique n'émet plus de CO2, surtout quand l'électricité est d'origine nucléaire ou renouvelable
comme c'est largement le cas en France. La voiture thermique, elle, en émet à chaque kilomètre. Sur tout son cycle de vie, une voiture électrique émet en moyenne 3 fois moins de CO2 qu'un véhicule thermique de même type. Selon l'ADEME, du point de vue des émissions de CO2, il vaut mieux privilégier les batteries de moins de 60 kWh, autrement dit, des véhicules électriques de taille modeste. C'est le cas de cette voiture. Allez, en route. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez, roulement de batterie, c'est fini et on garde le cap avec Épicurieux.